En fait, je suis un chercheur de trésors. Pas un professionnel, non. Juste un passionné qui consacre une grande partie de son temps. Enfant, j'étais déjà fasciné par les histoires de découvertes fantastiques, de chasse au trésor, d'aventuriers. Partir à la recherche de trésors mythiques et dans des endroits perdus, des grottes ou des souterrains oubliés, guidés par des signes, des symboles ou des parchemins codés. Vous pensez peut-être que tout ça n'existe que dans les romans. Pourtant, je peux vous garantir qu'aujourd'hui encore, on peut rencontrer de véritables Indiana Jones. Un trésor fantastique enfoui quelque part dans les entrailles de la Terre. Pour ma part, je préfère me baser sur des faits. Même si pour moi, tous les moyens sont bons pour mettre à jour un trésor, je dois avouer que les méthodes de recherche employées sur le terrain par Albert Fagioli sont à des années-lumière de mon esprit cartésien. Mais, qui sait, peut-être qu'un jour, l'histoire prouvera qu'il avait raison. Pour ma part, je préfère utiliser des méthodes plus rationnelles pour mes recherches. Assez vite, j'ai investi dans un détecteur de métaux. À l'époque, je m'étais rendu à Paris, dans la toute première boutique consacrée à la détection. C'était en 1978. Aujourd'hui, les gérants ne sont plus les mêmes, le matériel non plus d'ailleurs. Mais la boutique existe toujours. On est là pour faire la détection de loisirs, c'est-à-dire chercher, en tout cas trouver tout ce qui est pu être perdu, pièces et objets, à travers toute période, toute époque. Ça va du simple bouton d'uniforme aux monnaies. Voilà. Nous, ce qu'on aime, c'est trouver uniquement. C'est de se dire qu'on trouve une cartouche de chasse, une deuxième cartouche de chasse, et 50 cm après, une monnaie royale. C'est ça la détection, c'est que vous allez trouver plein de petits objets modernes, il y en a partout. On se retrouve face à la pollution et on se rend compte que on a pollué totalement la planète. Vous allez dans n'importe quelle forêt, n'importe quel champ, vous allez avoir des morceaux de métal partout, quoi. Voilà, et de trouver toutes ces petites choses modernes et puis tout d'un coup, paf, trouver quelque chose qui a 400 ans, 500 ans. C'est ça qu'on aime, c'est d'avoir cette émotion lors de la trouvaille. On ne sait pas ce qu'on cherche. La détection, c'est ça, on ne sait pas ce qu'on cherche. On va trouver 10 tirettes d'aluminium de Coca-Cola, et au bout du 11e fion, on va faire une monnaie romaine. Incroyable, hein. C'est ça la détection. Bien sûr, comme tous les autres acquéreurs de ces poils à frire, comme on dit, j'ai passé beaucoup de temps à exhumer des objets sans valeur. Des cartouches de chasse, des capsules de bière, des clous. Bref, de quoi décourager le plus motivé des passionnés. Mais il aura suffi d'une matinée pour qu'enfin je mette la main sur un petit trésor. Quelques objets, quelques pièces datant de l'époque romaine. L'émotion que j'ai ressentie ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. C'est probablement ce sentiment qui m'a poussé à poursuivre mes recherches et mes fouilles. J'étais persuadé qu'un jour je pourrais sortir du sol un trésor fantastique. Il faut dire que je relevais régulièrement dans la presse des histoires de ce genre, comme celle de Patrice Traversaire qui a vu son rêve se réaliser au début de l'été 1993. En passant son détecteur sur un petit chemin de campagne près du village de Pierreville, en Lorraine, il a mis à jour un trésor monétaire considérable. Moi aussi, j'aurais volontiers exposé ma découverte aux habitants du village où j'habitais à l'époque. Mais j'ai vite compris que dévoiler ma trouvaille m'exposerait sans doute à de gros problèmes. Nul n'est censé ignorer la loi et j'aurais pu la prendre à mes dépens. C'est ce qui est arrivé récemment à 2 retraités à Bouc, en Lorraine. Ils ont mis à jour en 1997 un trésor composé de 200 pièces d'or. Un trésor qu'ils sont allés en toute bonne foi remettre à la mairie du village. Cette idée allait leur valoir bien des problèmes. L'histoire s'est terminée en décembre 2009 dans une salle des ventes à Nancy. Cette histoire, comme bien d'autres, m'a conforté dans ma décision de garder pour moi mes trouvailles. D'année en année, j'ai accumulé de véritables pièces de collection, certaines très rares, et qui auraient leur place dans des musées. Ma passion m'a poussé à me cultiver, à m'intéresser à l'histoire, l'archéologie. J'ai dévoré des centaines d'ouvrages sur l'histoire locale, sur l'Antiquité, le Moyen-Âge, la numismatique, la cartographie.
Ça m'a aidé à orienter mes fouilles et à me rendre sur des sites à l'histoire chargée, susceptibles de receler des trésors ou des vestiges. Une méthode de plus en plus efficace, mais aussi de moins en moins légale. Un jour, un ami détectoriste m'avertit du lancement d'une campagne contre les détecteurs de métaux et qu'une association d'archéologues militait pour supprimer ou contrôler la vente de nos précieux outils. Pour eux, nous n'étions que des pilleurs. Pour nous, ils n'étaient que des briseurs de rêves luttant pour préserver leurs privilèges, leur monopole d'État. Bien sûr, au fil des années, j'ai tout de même pris conscience que mes activités pouvaient être parfois préjudiciables, que je pouvais détruire ou effacer des traces historiques importantes. Mais je ne me sentais pas l'âme d'un pilleur ou d'un pirate. En fait, j'aurais bien voulu faire partager mes trouvailles et pourquoi pas aider ou orienter les archéologues. Au lieu de ça, je me suis vu obligé de me cacher face à des détracteurs qui ne nous connaissent même pas et qui surtout ne nous comprennent pas. Ce n'est pas le cas partout. En Angleterre ou au Grand-Duché de Luxembourg, les détectoristes ne sont pas forcément des ennemis. Ils sont même souvent de précieux alliés. Le British Museum de Londres a d'ailleurs organisé en 2004 une grande exposition regroupant les trouvailles faites par des prospecteurs amateurs. La loi Outre-Manche a choisi de valoriser le potentiel immense que représentent des milliers de détectoristes. Aujourd'hui, la loi française ne souhaite pas s'inspirer du modèle anglais ou luxembourgeois. Les mots d'ordre restent l'interdiction et la répression. Mais l'État n'a pas vraiment les moyens de contenir près de 10 000 détectoristes amateurs. Et ce n'est pas cela qui va estomper ma passion ou mes envies de découverte. Non. La solution tient probablement en un seul mot, l'éducation. Et je suis persuadé que si ma route avait croisé dans ma jeunesse celle d'un archéologue qui m'aurait inculqué les bases et les motivations de son métier, il est fort probable que je ne serais pas tombé du côté obscur de l'archéologie, comme disent mes ennemis. Mais malheureusement, en France, il n'existe que peu d'initiatives allant dans ce sens. Éduquer, collaborer, apprendre, partager. C'est bien sûr la devise idéale que nous souhaiterions laisser aux futures générations de chercheurs de trésors. En ce qui me concerne, il est trop tard pour changer. La loi française étant encore ce qu'elle est, je reste prisonnier de ce système. Je connais des dizaines de prospecteurs, de chercheurs de trésors qui possèdent des milliers d'objets historiques, conservés jalousement dans leurs caves ou leurs bibliothèques. Ces milliers d'objets, pour ne pas dire ces millions d'objets, font partie de votre patrimoine. Un patrimoine que la plupart d'entre nous, j'en suis sûr, seraient prêts à remettre à la disposition des autorités, des musées locaux ou nationaux. Mais pour cela, il faudrait que la loi change. En attendant, je possède toujours une partie de votre patrimoine. Vous ne le verrez pas. C'est encore mon trésor.